Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire de vie, le podcast produit par RBK Media. Aujourd'hui, j'interviewe Sandra Miso. On va revenir sur son parcours. C'est parti. Bonjour Sandra. Et bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de m'avoir invitée, c'est cool. Oui, je suis très contente d'être avec toi. Donc, on va revenir sur tout ton parcours. Quel enfant étais-tu ? Quel enfant j'étais? J'étais une enfant en vie. J'aimais rire, j'aimais chanter, j'aimais danser. Le salon, c'était la salle de spectacle. Ah oui, donc tu avais commencé petite à faire Des petites, j'aimais vraiment faire le spectacle, faire le show. Mon truc à moi, c'était appeler les grands-mères et les grands-pères le dimanche, là, quand il y avait tout le monde. Allez, je veux faire le spectacle. Voilà, c'était ça. Mon père, à un moment donné, il avait acheté une caméra, là, les vieilles caméscopes, là. Et en fait, il le laissait tourner. Et nous, on faisait des présentations avec mon frère. Tiens, un frère? Ouais. Animateur télé, on faisait des minicums, je sais pas si tu te rappelles des minicums. Non. C'est trop vieux, c'est trop fraîche. C'est trop fraîche pour moi. Donc ouais, il y avait des minicums, il y avait les inconnus qu'on refaisait. Oui. Il y avait Elikaku. Et du coup, on faisait tous ces brives, mais en étant petit, tu vois. Et voilà, on faisait une émission incroyable. Et donc finalement, l'humour occupait une place assez importante quand même dans ta famille. Oui, mais ils ont tous de l'humour. À leur façon, tu vois. Il y en a, ils font rire malgré eux. Il y en a, ils font rire. Mais ils sont tous très charismatiques. Et donc voilà, moi j'aimais bien, beaucoup observer. Et j'étais beaucoup dans le mimétisme finalement. Voilà. Est-ce que tu rêvais du coup déjà de devenir comédienne ou humoriste ? Alors, comédienne, humoriste, en vrai, c'était pas, comment dire, c'est pas quelque chose c'était pas sûr. Je voulais faire de la scène. C'est tout ce que je savais qu'au fond de moi, j'avais envie de faire un truc avec de la scène. Mais je savais pas. Tu vois, par exemple, quand je regardais Graines de Star, c'est une émission de télé où les gens chantaient et je m'avais dit, moi aussi, je vais être là-bas, tu vois. Après, je voyais une pièce de théâtre, je me mais c'est trop bien ça. Après, je voyais un film. Et en fait, si tu veux, j'étais pas genre focus sur un truc. Je savais que j'avais un rapport avec l'artistique et le fait d'être sur scène. Voilà. Et donc, quel a été ton parcours avant de monter sur scène ? Oh là là, ma belle, trop de choses. On a le temps, hein. J'ai eu 1000 vies, moi, vous savez. Non, mais avant ça, moi, j'ai fait délégué médical pendant 10 ans. Oui, aucun rapport avec le... Rien à voir. Mais bon, c'est une forme d'acting, tu me diras. Hein. Oui. Bonjour docteur, vous allez bien? Voilà, ça c'est de la comédie. Hein. Donc, je voyais des médecins toute la journée, je les formais aux produits de mon laboratoire. Voilà. Ça, c'est mon ancienne vie pendant 10 ans. Et avant ça, j'ai travaillé au Club Med en tant qu'animatrice, j'ai fait beaucoup de centres aérés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je faisais, tu sais, quand il y a des événements, là, les hôtesses. Ah oui, hôtesses. Les hôtesses. Donc en fait, j'ai toujours eu le contact avec les gens, quoi qu'il advienne. Donc si tu veux, dans toutes les expériences que j'ai eues, je vendais, tu sais, à Carrefour les promotions, là, par exemple les imprimantes. Waouh, super! Ouais, mais attends, c'est formateur, hein? Ben oui, carrément. Mais j'ai eu plusieurs vies, effectivement. Mais ouais, j'ai fait 10 ans de visite médicale. Mais, tu vois, à côté, je faisais toujours du théâtre en amateur. Ah, t'as jamais lâché. Toujours fait du toujours. théâtre Il y a toujours un fil rouge, ouais. Dès que j'ai pu, en fait, quand j'ai découvert le théâtre... T'avais quel âge? Je devais avoir quoi? Peut-être 10, 11 ans. C'est par le biais de voisins. D'accord. Ils m'avaient amené. Moi, mes parents, tu vois, culturellement, c'était le cinéma à la télé. Il n'y avait pas de... Tu vois, le théâtre, c'était pas un truc... ils sont immigrés tous les deux. Enfin. Oui. Et en fait, il y avait des voisins qui étaient infirmiers tous les deux, qui avaient quand même un petit niveau de vie sympa. Et ils avaient un abonnement à un théâtre. Et donc, du coup, ils avaient une fille qui avait mon âge, et l'ado, le grand frère, il voulait jamais aller avec eux. Du coup, on me traînait. Et en me traînant, en faisant, tu sais, je faisais un petit peu la dame de compagnie. Et en fait, j'ai découvert le théâtre. Et là, j'ai dit, waouh, c'est incroyable et tout. Et après, toute ma vie, j'ai essayé de me rapprocher de ça. Donc après, je suis allée au lycée, j'ai fait un bac théâtre à Artaud, je sais pas si tu connais. C'est comme tu sais, les bacs sportifs, d'accord, mais spécialisés en théâtre. Je ne savais pas du tout. Voilà. Après, j'ai fait de l'amateur, beaucoup à l'Antidote. D'accord, ah oui. Je faisais de l'impro, après j'ai fait une troupe, on faisait de la comédie. Et jusqu'à qu'à un moment donné, j'avais envie d'écrire. Mais je ne me sentais pas légitime, parce que mes parents sont immigrés tous les deux, ils ne parlent pas bien français. Mon père parlait comme ça, toi. Mon père, c'est Julio Iglesias. Et ma mère, c'est Villalonga. Tu vois qui c'est pardon. Villalonga, tu vois qui c'est Villalonga? Non, tu connais pas? Non. C'est la pied noire italienne qui parlait comme ça. Ma fille, ça va? Non, tu vois pas qui c'est? Donc, comme tu es belle, la mère. Ah oui. Ah, oui. Ma soeur, un peu de culture, bordel. Non, t'as raison, moi, la culture, je connais pas. Non, mais ouais, Villalonga. Ma mère, c'est ça. Ma mère, c'est un monument, elle aussi. Et donc, du coup, les deux mélangés, je me sentais pas légitime. Et en fait, j'ai commencé à faire du stand-up. Et alors, comment t'as... J'ai pris des cours à l'Ardu. D'accord. En vrai, quand j'ai vu que des blagues ça savait faire, j'ai dit, ouais, en fait, peut-être tu vas pouvoir écrire, mais que des blagues. Et du coup, je commence à faire une blague. Tout en étant en parallèle de ton travail. Au départ, oui. Au départ, c'était tout en parallèle. J'attendais que ça, ce rendez-vous-là. Tu vois, j'avais qu'une envie, c'était aller au stand-up pour écrire et tout.
Et puis petit à petit, finalement, je me suis dit, et si je lâchais une branche pour en prendre une autre, tu vois. Et donc justement, quand est-ce que tu as compris que tu pouvais en faire ton métier? Alors, quel a été le déclic un peu? Le déclic, c'est quand la vie que tu vis, malgré qu'il y a de très bons côtés, ne te suffit plus. C'est-à-dire que j'avais une belle voiture, j'avais un beau téléphone, j'étais bien habillée, mais ça me rendait pas heureuse. J'étais pas remplie, il me manquait quelque chose, tu vois. Je sentais que c'était pas ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, tu sais, quand tu commences à... Il faut écouter son corps, en vrai. Je commençais à avoir des maladies à répétition, alors qu'à la base, moi, je suis pas quelqu'un qui est malade, tu vois. Je commençais à... Ouais, plein de problématiques bizarres, tu sais. Comme ça, des signes, tu fais des accidents avec la voiture et tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, allez, il y a trop de signes, là. C'est bon, vas-y, donne-toi le cran, donne-toi le courage et lance-toi. Voilà. Et tu avais quel âge quand tu t'es lancée? J'avais 32. 32 ans. Ouais. Alors comment tu as vécu ta toute première scène? Elle était horrible, la première scène. Mais non. La première scène, elle était terrifiante. Déjà, j'avais mal au ventre 2 jours avant. Et j'ai répété sans cesse les mêmes vannes. En plus, au début, c'est des 3 à 5 minutes, tu vois. D'accord. Donc, normalement, c'est 5 minutes, la vraie première. Donc, c'était 5 minutes. Et tu répètes tout le temps les mêmes choses et tout. Tu t'en dégoûtes, finalement, tu vois. Tu fais même plus rire. Ouais, à la fin, mais tu fais plus rire du tout, c'est fini. Et la seule personne que je voulais qu'il vienne, j'avais dit à personne, je voulais juste mon frère. D'accord. Mon frère vient, et à la fin du spectacle, il me dit, t'es sûr que tu veux faire ça? Et je dis, ben oui, pourquoi? Il fait, mais je sais pas, tu sais faire de la comédie, ça se passe très bien, fais des personnages, continue, tu vois. Il m'avait pas du tout encouragé, cet enfoiré. Et à force de travail, en fait, c'est toujours pareil, au début, tu sais, tu veux prouver. Donc, tu veux prouver, déjà, t'es pas dans le moment. T'es dans la technicité, t'es dans le est-ce que j'ai dit ce texte-là, machin. Après, tu veux montrer que t'es drôle, du coup, tu cherches. Tu laisses pas respirer les gens, il n'y a pas de pause, ouais. Tu vois. Donc tu dis, je comprends pas, ils rigolent pas, mais ouais, mais en même temps, tu les as asphyxiés, tu les laisses pas respirer, faut leur laper, tu vois. Oui. Et après, petit à petit, tu lâches un peu avec ça, à force de jouer. Puis aussi, tu as la contrainte du temps, parce que moi, par exemple, ma maladie, c'est que je voulais pas empiéter sur les autres. Tu as 5 minutes, on te flash, mais tu sais, des fois, tu vois pas le flash. Donc je voulais pas que ce soit un manque de respect, tu vois, ouais, ce problème un peu de les autres pêcheurs ils attendent et tout. Donc du coup je parlais très vite, je dis mais en fait t'es jamais dans ton moment, t'es pas en train de connecter avec les gens sur scène, sur ton moment. Et petit à petit tu lâches un petit peu la bride et c'est ce qu'on appelle l'expérience. De toute façon si c'était facile tout le monde le ferait. Donc c'est vraiment un travail et c'est sur la durée. Voilà. Et justement comment tu as eu l'opportunité de cette première scène? En fait souvent quand tu fais des cours dans les théâtres en question, tu as l'accès à la scène du théâtre en question. Parce que si le cours en question te forme, après les premières scènes, tu les fais chez eux quand tu t'essayes. Ouais. Et sinon, il y a des scènes ouvertes. Mais c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que les scènes ouvertes, par exemple, aujourd'hui actuellement sur Marseille, tu as le VIGS, c'est le lundi, et c'est 3 minutes. C'est court, 3 minutes. Donc c'est très court, c'est pas facile, ils sont beaucoup, ils sont à la chaîne, tu vois, il y a un truc un peu... Donc, mais c'est très important aussi de donner la force comme ça et d'avoir des scènes ouvertes. Bien sûr. Parce qu'à Paris, ça se fait beaucoup, ici un peu moins. Ouais. Mais tout se développe. Tout se développe. Alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu montes sur scène? Qu'est-ce que je ressens quand je monte sur scène? Écoute, c'est surtout ce que je ressens quand je joue. Puisque quand je monte sur scène, bon... Oui, pardon. Alors, quand tu joues, quand tu es sur scène et que tu joues. Quand je suis sur scène et que je joue, ce qui me régale, c'est les rires. Le premier rire, il est magique et après, c'est... En fait, c'est toujours pareil, tu sais. Toi, tu donnes. Si eux, ils te rendent, tu veux donner le double. Et en fait, ça finit plus, ça monte. Et après, tu veux plus descendre. C'est horrible, comme ça, des passages et que tu as la baraka. Je dis, putain, il va falloir que je laisse pour le plateau, pour celui d'après, tu vois. Ouais. Et t'es là, t'as pas envie. Tu te régales, tu les régales, ça se passe bien. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe, tu vois. Ouais. Non, moi, c'est les rires, ça me... Je sais pas, ça me fait du bien. Je ne sais même pas t'expliquer avec des mots. Ça me... Non, c'est merveilleux quand c'est ça. Est-ce que tu peux résumer ton humour en 3 mots? Mon humour en 3 mots, je te dirais solaire. Solaire, je fais beaucoup de blagues sur ça. Solaire, généreux, écoute, tu vois bien. et touchant. Parce qu'en fait, je trouve que l'humour, c'est bien, il faut faire rire les gens, c'est important, mais il faut quand même qu'on ait des choses à dire. Bien sûr. Et moi derrière, j'aime bien qu'il y ait des petites choses qui passent. Justement, tu parles avec beaucoup de sincérité de la famille, de l'amour, du célibat, même de tes failles. Est-ce que c'est facile de transformer son intimité en matière humoristique? Alors, c'est très dur au début de parler de soi. Les premiers sketchs, tu les fais sur d'autres gens. Tu parles d'autres. Moi, ma muse, c'était ma grand-mère. Dans le sens, elle est toujours, j'ai des sketchs beaucoup sur elle. Et après, c'est petit à petit, tu y viens.
Mais c'est pas facile au début. Alors au début, tu pars sur des choses un peu lambda, genre ton prénom, l'analyse de ton prénom, tes origines, tu vois. Et petit à petit, tu deviens un peu plus sincère, mais c'est pas facile. On nous apprend pas dans la société à parler de nous. Ou quand on parle de nous, on parle avec des masques de société, avec 50 000 filtres sur Instagram. C'est pas facile. Mais moi, pour moi, c'est nécessaire de parler, de nous, parce que quand on parle de nous, ça résonne sur les autres, tu vois. Et en fait, quand les gens arrivent dans le public et qu'ils te voient, ils se disent « Putain, on m'avait fait du bien parce que je pensais que j'étais la seule qui était dingue. Moi aussi, je fais ça, tu vois. Ça fait du bien. » Et donc, en fait, quand tu sens qu'en fait, il y a quelque chose derrière, en parlant de toi très, très sincèrement, pas genre en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre, en parlant de toi sincèrement, ça a toujours des gens sur qui ça fait résonance en disant « C'est vrai ce que vous dites, quand même. » C'est vrai. Est-ce que pour toi, l'humour répare? L'humour répare. Oui, déjà, moi déjà j'ai besoin de rire des choses pour les accepter. Donc pour moi, l'humour répare. Mais au-delà de réparer, ouais, pour moi l'humour c'est nécessaire pour survivre en fait. Pour accepter les choses, il n'y a que l'humour. Des fois tu vis des drames absolus et en fait tu te rends compte que ce que tu retiens c'est le rire, tu vois. C'est sûr. Là, tu vois, ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas si tu garderas tout, on s'en fout, mais la dernière fois, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu la maman d'une amie d'un cancer un peu foudroyant. Et on arrive devant la tombe, enfin, devant comment on dit, je vais dire sarcophage, rien à voir. Le tombeau. Non, le truc, ouais, enfin, la boîte. Caveau. Ouais, le caveau. Non, la boîte. Je sais pas, bon, bref. Le cercueil. Le cercueil. Merci. Tabou, on gagne. Du coup, on arrive devant. Et donc, c'est sa maman. Donc, je l'accompagne et chacun met une pétale de rose. Je prends et en fait, je tombe carrément sur une rose déjà faite. Je pose et fais. Alors que c'est sa mère, tu vois, elle me dit « Même là, tu as la classe, c'est fou !» Et on se rappelle de ça et on a rigolé, on a pleuré en même temps. Mais c'est nécessaire parce que c'est terrible. Tu vois, quand tu perds tes fondations, tu perds ta maman, c'est dur. Et donc, je l'ai pris par la main, on est allé, c'est ça. Et ce qu'on a retenu, c'est ça. Elle dit, et elle aurait rigolé. Et bien sûr qu'elle aurait rigolé, tu vois. Oui, bien sûr. Et voilà, moi je pense que c'est nécessaire de rigoler. Je pense aussi que la vie est meilleure quand on rigole. Ouais. Comment tu crées un spectacle? Qu'est-ce qui t'inspire? Tout. Moi, je suis un buvard. Moi, j'observe les gens et après, je ressors tout ça. Tout m'inspire. Je parle beaucoup, comme tu as dit, de l'amour, des sites de rencontres, des copines. Moi, tu m'as fait rire avec quand tu es intervenue dans le club échangiste. Ah, le club échangiste, ben pareil, c'est un humour d'expérience, tu vois. Oui. Je l'ai vécu, j'ai eu le temps de digérer et après, je l'ai ressorti en blague. Mais tout m'inspire. Et en fait, pour partir d'un spectacle, je dis bon, alors, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que je vis? Parce qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui est en corrélation, quoi. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et puis après, tu écris. Et surtout, ce que tu vas écrire, tu ne vas pas tout récupérer. Tu écris tous les jours? Oui. J'écris tous les jours. Après, tout n'est pas exploitable. Tout n'est pas intéressant. Mais oui, en fait, c'est comme un muscle, le cerveau. Du coup, il faut y aller, quoi. Il faut travailler, il faut l'entraîner. Et c'est le seul truc où j'arrive à être, comment on appelle ça, observante et continuer, tu vois. Parce que le sport, je le fais 2 jours et j'arrête. Mais et par contre, pour écrire, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai un poignet, écoute-moi, protéiné. Alors, tu souris tout le temps, tu rigoles tout le temps, le rire est hyper important pour toi et je suis d'accord avec ça. Quelles ont été les plus grandes difficultés de ton parcours? Les plus grandes difficultés, c'est qu'on voit pas derrière... Qu'est-ce qu'on voit pas derrière le rire? Non, derrière la femme solaire qui rigole. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de trame, il n'y a pas de notice. Tu n'arrives pas avec un CV en disant bonjour, je veux faire ça, j'ai les compétences, je rentre, tu vois. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut bien travailler, il faut la bonne rencontre, il faut être là au bon endroit au bon moment. Il y a plusieurs portes, il y en a qui se ferment, il y en a qui s'ouvrent. Quand il arrive, il y a les échecs qu'il va falloir essuyer parce que c'est nécessaire d'avoir des échecs. Parce que si on n'a pas d'échecs, on devient des gens imbuvables. Tu vois, moi, j'ai tout fait, tout réussi. Non, c'est important. Et puis une fois que tu as cet échec-là, c'est OK, ça s'est passé comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, comment je fais pour améliorer, et ainsi de suite. Et il y a eu des échecs. Il y a eu des échecs qui étaient difficiles à digérer. Pendant 2-3 jours, t'es pas bien. T'es pas bien. Et puis après, je dis bon, allez, ça va prendre un peu du recul. Il y a pire que ça dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour plus que ça arrive? Et puis après, tu le travailles. Il y a du doute, quelquefois. Et ça, au début, tu doutes? Tu doutes encore? Oui, bien sûr. Et c'est nécessaire aussi. Ce serait fou. T'imagines l'ego que j'aurais aussi gros que mon cul. Et t'as déjà songé à abandonner?
Des fois je le dis mais je le pense jamais vraiment. Des fois je dis c'est bon, j'arrête et tout, à quoi ça sert, jamais. En vrai je le pense absolument pas. C'est juste que j'ai besoin de le sortir pour que ça s'enlève. Et qu'est-ce qui fait que tu n'abandonnes pas? Mais Parce que c'est dur ce changement de carrière. Parce que ça te prend au tripes, c'est quelque chose qui est. En fait, c'est. Comment je veux dire? C'est plus. C'est viscéral. C'est même pas moi qui décide en fait. C'est ma maison. En fait, des fois, quand tu as des doutes, tu retournes sur scène, tu les entends rire deux fois, tu dis mais oui, c'est là que je dois être. C'est ma maison, c'est ici, tu vois. Oui. Pour moi, je me sens jamais aussi bien que sur scène. Parce que sur scène, je suis pas dans ce qu'on va manger tout à l'heure. Je suis pas sur. Putain, il y a 2 jours, il m'a blessé. Je suis dans le moment, je suis avec les gens. Et en fait, il y a rien de mieux que d'être dans le présent. Et nous, les êtres humains, on est bêtes pour ça. On est tout le temps en train de se projeter. Ouais, mais s'il arrive ça, et s'il fait ça, tu vois. Et c'est vrai, t'as raison. Quand le je pouvoir suis sur du scène, moment présent. Exactement. Mais quand je suis sur scène, c'est le seul moment où je suis dans le présent, où j'ai qu'une seule obsession, c'est d'être avec eux et de kiffer le moment, quoi. Tu vois. Quand on te dit prendre du plaisir, au début sur scène, je me dis qu'est-ce qu'il a lui à prendre. Vas-y, prends du plaisir. Il est fou, lui, tu vois. Prendre du plaisir. La boule au ventre, elle a pas mangé ça. Ça me fait 2 jours que je dors pas, frérot. Prends du plaisir. Et en fait, si, il a raison. En fait, c'est ce moment où si toi, tu prends pas de plaisir, les gens prennent pas du plaisir. Si toi, t'arrives, t'es stressé, tu t'excuses d'être là, les gens vont dire, ah, il y a Miskine, la pauvre, tu vois, elle est en train de souffrir. Eh ben non, en fait. En fait, là, c'est le moment où tu dis, allez, on enlève les barrières, on enlève tout, on y va, on se donne, et advienne que pourra. Et si ça s'est pas bien passé, ben, c'est pas grave. Tu regardes la vidéo, tu souffres 3 secondes, et puis allez, c'est bon. Tu vois. Après, tu repars. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu as déjà vécu, une anecdote catastrophe? Ah, ben il y en a plein. Hein. Après, tu sais, le spectacle vivant, c'est là l'intérêt. Alors, une en particulier, tu vois, vraiment, où t'étais pas bien. J'en ai plein, mais par exemple, j'en ai une où il n'y avait plus de lumière. J'avais plus de lumière. Ne me demande pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a eu. Le mec, il avait trop chauffé, il avait mis un truc là, tu sais, parce qu'il faisait froid. Ouais. Et il n'y avait plus de lumière, on n'a pas pu faire le show. Et on a dit aux gens, bah, écoutez, on va trouver des solutions, mais si vous restez, quoi. Après, on comprendrait si tout le monde part. Et les gens sont restés, on était dans le noir comme ça. Pendant quelque chose comme peut-être 45 minutes. Oh, et j'ai dit, mais ils vont tous se barrer, ils vont tous partir. Toi, t'es là, moi je serais partie, tu vois. Ouais. Et ils étaient là, ils restaient et tout. Puis finalement, on a fait le spectacle. Après, les gens ont bu, c'était une super soirée. En fait, c'est transformé. C'était une horreur au début. J'ai dit, putain, tu es là sur scène, tu vas prendre le micro, des coups, bam, tout s'éteint. Plus de micro, plus rien, t'es dans le noir. Je vais me casser la gueule, je vais mourir. Donc voilà, après, il y a des trucs rigolos, genre une meuf qui t'arrache le micro parce qu'elle est complètement bourrée. Elle dit, c'est moi, l'humoriste. Mais non. Ah ben oui, il y a de tout. Il y a une meuf qui m'a vomi sur les pieds aussi parce qu'elle était complètement bourrée. Oh putain. Donc. Tu es contente? Ah ben oui, je vais raconter. Après, t'es moi, contente. à la maison de retraite, franchement, je serais la plus intéressante. J'aurais des choses à dire. Et est-ce que tu peux nous raconter ton plus beau souvenir sur scène? Vraiment une scène où tu t'es dit là, t'as senti un truc en plus. Je sais pas si ça t'est arrivé ou pas. En vrai, ils sont tous bien. J'ai pas de plus beaux souvenirs. J'ai plein de beaux souvenirs. J'ai fait plein de trucs de fou. Mais si c'est toujours les premières fois, les premières étapes que tu n'as jamais fait, la première émission télé, tu dis waouh, j'ai fait ça moi, tu vois. Ouais. J'avais fait la cigale avec le Paname. L'endroit est magnifique. C'est dingue. Puis tu vois les caméras qui bougent. Toi, tu fais comme si de rien, que c'était lundi. Alors que c'est pas un lundi, tu vois. Et c'est formidable ça. Ça, c'est trop trop beau. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai joué devant 3000, 4000 personnes. Ça aussi, c'est incroyable. Incroyable. Quand tu montes sur scène et que tu vois pas le. Non, tu vois pas la. Si tu les vois. Tu les mais vois, en fait, le bruit, quand tu rigoles, c'est en décalage. Du coup, tu as le bruit qui vient à toi, mais c'est décalé. Donc au début, tu comprends pas, mais après, ça prend le temps. Tu vois, j'ai fait ça par exemple là, il y a pas longtemps, j'ai fait la première partie de Greg Petras au Dôme. Ben, c'est pareil, ils étaient beaucoup. Et en fait, tu fais ton truc et en fait, tu as le rire qui vient, mais en décalé. C'est très drôle. Non, il y a trop de bons souvenirs et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à faire ça. C'est toutes les premières fois qui fonctionnent, qui sont belles, tu les gardes, allez, voilà. Pour les soirs d'hiver. Pour les soirs d'hiver. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Ben d'abord tutoyer mes rêves. En fait, quand tu sais, c'est toujours pareil au départ, quand tu décides de changer de vie, les gens, ils ont peur pour toi. Ils t'ont soutenu quand même, ta famille? Pas du tout. Au début, non, mon père, il avait trop peur. Moi, j'étais déléguée médicale, je gagnais bien ma vie. Il comprenait pas. Il comprenait pas, complètement folle, tu vois. Ouais. Et première de France, deuxième de France, je gagnais tout parce que j'ai la boco, tu vois. Voilà. Et ça se passait bien et ouais, elle va vivre d'amour et d'eau fraîche, tu vois. Et puis souvent les parents, ils ont une vision un peu erronée de ce que c'est que être artiste pour eux, c'est bohème, on fout rien, on se branle toute la journée et tout. En fait, quand il a vu que je travaillais le double de ce que je travaillais, il a été rassuré. Mais au départ, c'était beaucoup de crainte. Mais tu sais, les gens, ils ont peur, mais c'est leur peur, c'est pas les tiennes. Tu vois ou pas? Ouais. Ils ne comprennent pas. Ouais, mais attends, t'as un bon salaire.
Oui, mais peut-être je m'en fous, moi, de ce salaire-là en question, tu vois. Peut-être que je préfère manger des pâtes mais être heureuse, tu vois, faire des trucs que j'aime vraiment. Et en fait, après, quand ils voient que tu bosses et tout, maintenant, c'est les premiers, ils se mettent devant, ils tapent des mains, ils frappent, racontent à tout le monde oui, ma fille, nanana, donc c'est cool. Mais t'as dû quand même gagner leur confiance. Ah oui, au début, je t'ai dit, ils n'étaient pas avec moi. Non, au départ, je leur ai dit voilà, moi, je me donne 2 ans, si dans 2 ans, ça ne marche pas, je reviens à la visite médicale. J'essaie de les rassurer. Pour qu'ils me disent oui. Et en fait, moi, tout ce que j'avais besoin, c'était le oui qui me permet de allez, c'est bon. Ils t'ont dit oui, maintenant fais ce que tu as envie de faire. Il faut le faire. Tu vois. Mais ouais, j'avais besoin de leur. Alors tout le monde me dit ouais, mais c'est bizarre, à l'âge que tu as, l'autorisation de tes parents. Mais après, on est tous différents, on est tous élevés différemment, on est calibrés tous différents. Mais moi, j'avais ce besoin-là, ouais. J'avais besoin déjà de leur oui et puis du soutien derrière. Parce que c'est un métier où, même si tu es très entouré, t'es seul. Le cheminement, tu le fais seul. Quand tu te prends les bides, t'es seul. Quand tu te prends justement le truc où les gens applaudissent et tout, t'es seul. Des fois, tu le racontes, il y a des vidéos pour le prouver, mais en vrai, tout ça, tu le vis tout seul. Les doutes et tout le reste. Et t'as déjà eu un échec sur scène? Ah bah oui, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, le bide est nécessaire. Déjà parce que ça te permet de réguler, c'est pour ça qu'on fait des plateaux et qu'on fait des scènes pour tester, pour voir si les gens ils ont un intérêt dans ce que tu racontes. Et puis entre ce que tu as dans la tête ce que ça va devenir parce que tu as testé, parce que tu as mis du rythme, parce que tu as rajouté des punchs, etc., il y a un cheminement, ça se travaille. Tu fais pas des blagues tout de suite. Des fois, le fond, il est drôle, mais tu sais pas comment... Tu vois, par exemple, tu écris un truc, tu dis bon, ok, j'écris ça. Mais tu le montres avant de monter? Tu as des collègues à qui vous en parlez? Non. Alors, il y a des trucs que je teste, mais en discussion, l'air de rien, mais ils savent que je suis en train de tester sur des cobayes. Et après, non, c'est sur scène que ça se fait. Parce qu'en fait, sur le papier, quand tu vas le présenter sur le papier à quelqu'un, par exemple, mon frère, beaucoup, je lui montre, il me dit ouais, comme ça fait pas rêver, quoi. C'est bien d'avoir des gens très honnêtes autour de soi. Mon frère, vraiment, pour le coup, lui, il se retient pas. Et il me dit, ouais, là, je vois pas, mais je sais que quand tu vas te mettre sur scène, tu vas avoir cette façon de le raconter qui va faire la diff. Et en fait, ce que tu vois sur 4 lignes, que tu dis, bon, je ne mettrai pas un copec là-dessus, en fait, finalement, c'est un truc qui va être un banger après. Voilà. Mais il faut se faire confiance aussi. Il faut pas... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui demandent beaucoup de conseils à beaucoup de gens, et après, ils se bloquent. Non, il faut faire. En fait, la meilleure façon, c'est de faire. Il faut arrêter de théoriser. Oui, mais je ferai ça quand j'aurai le matériel. Je ferai ça quand je saurai, quand j'aurai des blagues de qualité. Non, il faut y aller. Tu fais ton 5 minutes, puis après tu fais ton 10, et puis après tu fais ton test. Tu te ramasses. Et en fait, les gens, ils n'arrêtent pas de te demander ouais, mais alors, t'as pas peur de te manquer et tout? Mais attendez, quand le petit, il apprend à marcher et qu'il tombe une fois, 2 fois, il dit ah non, je me suis fait mal, j'arrête. Tu as déjà vu un bébé faire ça? Personne fait ça, d'accord? Oui. C'est les adultes qui mentalisent le truc. Mais en vrai, c'est normal de se ramasser la gueule et de ne pas arriver à faire un truc. Quand on fait nos premiers cours, quand on est petit, là, de danse, de chant ou je sais quoi, on ne maîtrise pas. Quand tu apprends des règles de jeu, là, par exemple, les échecs, au départ, tu comprends rien, tu te fais fracasser par les grands-parents et t'es pas là. Ah non, c'est trop pour moi, c'est pas possible. Donc du coup, en fait, il faut aussi prendre sur soi et savoir que quand tu veux quelque chose, c'est aussi un peu de frustration aussi, tu vois. Bien sûr. Et donc du coup, c'est comme ça que petit à petit ça avance et ça fait un bon 8 minutes qui fonctionne partout. Alors justement, c'est quoi pour toi la résilience? Cœur de RBK Media, ta définition de la résilience. La résilience, la résilience, c'est accepter que tu vas quitter un travail de qualité pour faire un travail dans l'incertitude la plus complète, mais que tu y crois tellement et tu es tellement guidé par quelque chose à l'intérieur de toi qu'en fait, petit à petit, ça va marcher. C'est évident. C'est évident. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Réussir sa vie, en fait, c'est déjà c'est être heureux, c'est se lever le matin en se disant tiens, j'ai envie d'aller travailler. C'est déjà pas mal, non? Je suis d'accord avec toi. Pour moi, réussir la vie, c'est pas forcément... Après, c'est toujours pareil, chacun met le curseur où il veut. Il y en a qui sont très importants. Mais pour toi d'avoir, tu sais, encore une fois, la belle voiture, le bel appartement, le voyage à Cancun tous les ans. Et puis, il y en a, c'est juste faire un truc qu'ils aiment vraiment. Moi, aujourd'hui, je porte des projets qui sont chers à mon cœur. Et pour moi, en fait, souvent, on me demande, ouais, t'as envie de percer? Mais bon, moi, j'ai percé. J'ai créé un métier. Tu vois, je veux dire, il y a 5 ans, tu m'aurais dit, Sandra, tu vas vivre de ça. Je t'aurais dit, tu es malade ou quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Dans ma tête, c'était pas possible. Même si j'en avais très envie, je me l'accordais pas. Vraiment, même moi, j'étais ma propre barrière. Je me l'accordais absolument pas. Aujourd'hui, j'en vis. Et tous les jours, il y a des nouveaux projets qui arrivent.
Et des fois, je me dis, waouh, c'est dingue, le chemin parcouru. Et des fois, tu sais, quand justement, tu es un peu en proie au doute, quand tu es en proie au doute comme ça, tu te retournes et tu regardes un peu le chemin. En vrai, ça va. Ouais, en vrai, c'est En vrai, vrai. c'est cool. En vrai, quand même, c'est pas mal. Et justement, quels sont tes prochains projets là? Ben, là, il y a le spectacle Dolce Vita que j'aimerais bien un petit peu faire France entière. C'est quand les dates? Là, le prochain, c'est en septembre, c'est le 26 septembre à Comédie Espace Kev Adams, tu vois. Très bien. Voilà. Et du coup, pour prendre les places, c'est Ah, ben, il y a le lien sur Sandra Miso, sur Instagram, tu as le Linktree. Et tu as tous les liens pour tous les spectacles. Donc c'est une fois par mois. Il y a une date qui arrive prochainement à Paris. Ok, trop bien. Voilà, ouais, je suis contente. Ça va être cool de voir les Parisiens aussi. Trop ça aussi, ça va être une nouvelle expérience. Ah, ça se trouve, on dirait que c'est là, elle ne comprend rien à ce qu'elle dit. Et après, ben, il y a Lyon aussi, fin d'année. Ouais. Et voilà, petit à petit, on avance. À côté, moi, je fais du théâtre. Oui. Je suis auteur et metteur en scène. J'ai une troupe qui s'appelle Les Patatas Bravas. Et là, il y a ma pièce qui arrive, la nouvelle, parce que j'en ai 4 déjà. Incroyable. Donc tu as une troupe et tu leur donnes des cours, tu écris le spectacle et tu leur donnes des cours. Alors, aussi. Enfin, historiquement, je donnais des cours. D'accord. J'ai pris pour moi la crème de la crème, les meilleurs des meilleurs. Et je leur ai proposé ce pari fou de dire voilà, on va créer une troupe. Et ce qui me fascine et ce qui me plaît avec ça, c'est qu'ils me ressemblent. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont tous des métiers à côté et qui n'ont pas besoin de ça, en fait. Tous, ils ont leur vie. Mais par contre, ils ont ce truc de la scène qui les appelle. Et aujourd'hui, ils sont 14 avec moi. Incroyable. Et on se régale. On a fait déjà 2 pièces, une qui s'appelle Héritage et une qui s'appelle Bahamas. Et là, il y a la 3e qui arrive. Et ça s'appelle Bibliothèque humaine. D'accord, ok. Incroyable. Ouais. Et c'est quand? Et elle passe quand? Là, les dates, par contre, celles-là, je les ai, mais je les connais pas par cœur. On va sur le link. Faut que tu saches, on va aller sur le Linktree, ouais, mais il faut que tu saches que j'ai un truc. Autant je suis capable d'écrire des pièces, écrire des spectacles, monter sur scène, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent pas le faire ça. Non. J'adore les gens qui viennent à la fin et disent oh, écoute-moi ça, j'arriverai pas à le faire moi. Je dis, non, c'est vrai, bien, je le fais pour toi. Faut monter sur scène. Et par contre, je retiens pas les chiffres. J'ai un souci avec les chiffres. Bon. Ouais. On peut pas tout avoir. Écoutez, je me marierai avec un comptable. Ça Quel rêve aimerais-tu encore accomplir en tant qu'artiste? J'en ai plein des rêves. Et puis en plus, je t'ai dit, quand tu commences à tutoyer tes rêves, après, tu as l'impression que c'est nos limites. Donc du coup, tu en veux toujours plus. Mais après, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais l'Olympia pour le côté stand-up, ça me plairait. Silo, grosse salle marseillaise, remplir avec le peuple marseillais, sudiste. Et après, côté théâtre, j'aimerais bien qu'une de mes pièces soit tournée en film. Mais j'y travaille, je suis en train de faire un petit peu les contacts, un petit peu voir un peu... Ouais. Tu vois, c'est pas fini. Hein. Non, mais c'est beau. Elle est jamais contente. Non, mais moi j'adore les artistes. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui rêve de monter sur scène mais qui n'ose pas se lancer? Je t'ai dit, il faut y aller. Mais fais, vas-y. Tu prends, si tu as vraiment envie, parce que souvent les gens ils aiment la finalité mais ils n'aiment pas le cheminement, tu vois. Ouais. Ils aiment l'idée du je veux être une rockstar mais ils veulent pas jouer devant 3 mecs bourrés, tu vois. Alors que c'est ça la richesse du truc, c'est que justement pour faire du stand-up il faut accepter de jouer dans des caves, sur une caisse avec un micro qui marche pas, tu vois. C'est ça aussi le stand-up, c'est des plans casse-gueule où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. Et en même temps c'est là où tu vas apprendre le plus parce que ces gens-là qui sont en face, ils sont pas, c'est pas des gens qui viennent normalement voir des spectacles et du coup tu es allé, comment je vais les attraper, comment je vais les séduire, est-ce que je vais arriver à les faire rire, ça devient un challengeant, tu vois. Et donc il faut y aller. Moi je pense qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est t'es ta propre barrière. Si tu as décidé que c'était pas pour toi, c'est pas pour toi. Si tu as décidé que c'est pour toi, il faut travailler, c'est tout. Si tu pouvais parler à la petite Sandra, que lui dirais-tu aujourd'hui? Fais-toi confiance. Et même aujourd'hui, je dirais encore, tu casses les couilles, fais-toi confiance. Non, fais-toi confiance, vas-y, fais. Écoute les gens bienveillants. Et puis même ceux qui des fois te disent non, comme mon frère, qui me font du bien, parce que c'est des garde-fous en fait. En te disant, bon là, écoute, t'es bien gentil, mais c'est pas drôle. Et c'est trop bien parce que ça t'aide à travailler. Non, il faut faire. Je lui dirais, c'est bien. Tu vas pas te rendre compte que ça va être formidable, ça va être sevé d'embûches, mais en vrai, c'est une belle vie. Merci beaucoup, Sandra. Merci à toi, ma beauté. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je veux ajouter à nos auditrices et auditeurs? C'est de très bonnes questions. Justement, j'attends la réponse. Non, mais tu as de très très bonnes questions. J'ai passé un très bon moment. C'est ça que je voulais rajouter. D'accord, ok, j'ai pas compris. Tu as de très bonnes questions. Merci beaucoup. En fait, je trouve que tu as ce truc où tu t'intéresses vraiment. Souvent, il y a des questions, elles sont un peu vides de sens. C'est des questions pour des questions.
Et là, je trouve que c'était cool. C'est bon, moi, j'ai l'impression d'être avec une copine. Merci beaucoup, parce que franchement, j'ai passé un très bon moment aussi. Bien, et aussi, te voir jouer, c'était exceptionnel. Eh ben, viens, en septembre. Oui, je viens. Bien sûr que je vais venir, je vais prendre mes la plats. caméraman là-bas. Avec Margot. Merci beaucoup, Sandra. Avec plaisir.